Mesdames et messieurs, nous avons maintenant le plaisir de commencer notre première table ronde, A New Industrial Strategy Nourished by Talent. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite M. Nicolas Schmit, commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux. À ma gauche, Mme Valérie Massin, vice-présidente de la Chambre de commerce et présidente du comité formation, ainsi que Mme Marina Andrieux, coordinatrice de la Digital Skills and Jobs Coalition Luxembourg. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas aussi que vous êtes invités à participer à cette table ronde en nous envoyant vos questions et commentaires dans la chatbox qui est en dessous de ce stream. La stratégie industrielle de la Commission européenne a été présentée en février 2020 et elle y prévoyait le EU Skills Agenda. Monsieur Schmit, vous avez présenté le EU Skills Agenda en juillet 2020 et le Parlement européen a récemment adopté sa position relative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi cette stratégie EU Skills Agenda a-t-elle déjà été mise en œuvre? Bien, d'abord, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour effectivement parler d'un sujet fondamental. C'est la grande transformation de nos économies et en plus dans un contexte de crise et surtout la transformation numérique. Eh bien, depuis un certain temps, la Commission, bien sûr, soutient les États, encourage les États à développer la digitalisation à la fois de leurs économies, mais aussi de leurs administrations, de leurs services. Et pour réussir cet objectif, qui est central, et cela a été dit, pour la compétitivité de l'économie européenne et tout particulièrement de l'industrie européenne, il faut investir dans les compétences numériques. Parce que le grand problème, c'est que je crois qu'il y a beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises qui veulent investir dans la digitalisation, mais une fois qu'elles entendent effectuer ces investissements, souvent, elles ont des difficultés à trouver les personnes compétentes. Et donc, l'agenda sur les compétences numériques vise à encourager différentes formes pour former les personnes aux métiers numériques. Cela a été bien expliqué, il y a différentes formes. Je crois que les jeunes sont bien sûr sollicités en premier, mais il y a aussi les requalifications qu'il faut entreprendre, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont changer, dont la composante numérique va se développer, et donc pour pouvoir garder son emploi, en fait, il faut s'engager sur une formation supplémentaire, et c'est la formation tout au long de la vie qui est au cœur même aussi de la formation numérique. Très bien. Merci beaucoup, M. Schmit. Mesdames, considérant l'accélération de la digitalisation par la crise du Covid-19, est-ce que vous pensez que d'autres mesures supplémentaires à ce qu'on a fait jusqu'à présent doivent être prévues dans l'adaptation de nos stratégies industrielles? Madame Massin? Oui, merci d'abord de m'avoir invitée. Je pense qu'effectivement, la crise actuelle a fondamentalement accéléré la numérisation et le besoin de numérisation de l'activité, et particulièrement de l'activité industrielle. Alors, quand on parle de l'industrie et de la numérisation, on parle évidemment de l'industrie 4.0. Et l'industrie 4.0, ce n'est pas seulement la numérisation dans la production, mais c'est tout ce qui est autour de ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut revoir la production, il faut revoir les process, il faut revoir aussi l'organisation, il faut revoir le plan d'affaires, le business plan. Donc, l'industrialisation 4.0, c'est des compétences techniques et des compétences soft, managériales. Alors, il est essentiel que pour pouvoir rencontrer ces besoins-là, on favorise et on développe l'appétence pour les jeunes, notamment, de ce qu'on appelle les STEM, donc les sciences, la technologie, l'engineering et les mathématiques. Alors, ces STEM sont essentiels parce que si on veut positionner l'Europe et tous les pays qui la composent comme étant des grands leaders en matière industrielle, on doit avoir pour ça
la génération qui est préparée à ces défis. Et donc, il faut absolument qu'au niveau des études et au niveau aussi des études supérieures, et je suppose qu'on aura l'occasion de reparler de ça après, on développe l'appétence des jeunes pour ça. Je pense que l'Europe a une visée sur à peu près 25% de jeunes qui s'intéressent et qui étudient qui prennent des études qui ont rapport avec les STEM. On est pour l'instant à peu près 20%. Au Luxembourg, on est pour beaucoup moins que ça. Donc on a un gros retard à rattraper. Alors, les STEM, ça permet non seulement évidemment de développer les activités industrielles, mais ça permet aussi de développer l'innovation, ça permet de développer l'esprit d'entreprise. Donc ce sont des compétences qui servent sur l'ensemble de la chaîne de valeur et de la stratégie industrielle et de la stratégie des pays et de la stratégie de l'Europe. Donc c'est très important. Autre point aussi qui est très important, et je me permets d'insister parce qu'on est à quelques jours de la Journée internationale de la femme. J'ai regardé récemment, évidemment, les chiffres aussi des diplômés universitaires ou des diplômés supérieurs de l'enseignement supérieur par genre. Et on voit que, malheureusement, les jeunes femmes sont très loin. Elles représentent au mieux un tiers, à peu près un quart des diplômés de l'enseignement supérieur. Et cette tendance-là, elle existe déjà quand on parle du secondaire. Donc il est très important de se focaliser sur les jeunes pour assurer ce développement dans les matières STEM. Il est aussi très essentiel de s'intéresser à la façon dont les jeunes filles et les jeunes femmes puissent s'intéresser à ces matières-là. Merci beaucoup, Madame Massin. Madame Andrieux, est-ce que vous avez encore d'autres mesures supplémentaires en tête ou des ajouts par rapport aux commentaires qui viennent d'être faits? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous ce matin. Merci. Non, je pense que l'essentiel a été dit. C'est vrai que ce que l'on a pu vivre sur la dernière année déjà a été aussi un accélérateur pour les entreprises et les individus. On a dû se remettre en cause avec le télétravail, les formations en ligne, les événements en ligne. Et je pense qu'on a quand même pu beaucoup apprendre de cette période. Le futur nous dira dans quelle dynamique on va rester. Très bien, merci beaucoup. Donc, la présentation de l'ADEME et de la FEDIL nous a aussi bien illustré les dernières tendances du marché du travail et notamment donc, le besoin de compétences digitales au moins basiques dans toutes les catégories de métiers. Monsieur Schmidt, le EU Skills Agenda fixe des objectifs très ambitieux. Par exemple, le perfectionnement, donc le upskilling et la requalification, ce qu'on dit reskilling, de 120 millions d'Européens d'ici 2025. Encore une fois, 120 millions d'Européens d'ici 2025. Et en outre, il prévoit que 70% de la population adulte de l'Union européenne devrait avoir au moins des compétences digitales aussi d'ici 2025. Nous nous demandons concrètement quelles mesures vont contribuer à atteindre cet objectif. Bien, ça paraît effectivement très ambitieux, mais si on part de l'hypothèse qu'à peu près 90% des différents emplois ont un contenu à des niveaux divers, digital ou numérique, bien sûr, cela pose le problème que j'avais déjà indiqué, qu'il faut donner à chacun une base en matière de connaissances numériques. C'est un peu comme si on devait alphabétiser un peu tout le monde, réalphabétiser. Et donc, c'est à peu près la moitié de notre population active européenne qu'il faut requalifier à des degrés divers. Alors, quels instruments? Bon, d'abord, je crois que l'Union européenne met à la disposition des États des ressources, des fonds. Nous avons adopté il y a peu de temps un plan qui comporte quelques 750 milliards d'euros, en partie en subsides, en partie en prêts, et une partie de cet argent peut être utilisée pour accélérer la digitalisation, l'informatisation de nos économies, mais au sens large aussi de nos administrations. Donc,
et il appartient aux États d'accélérer ces investissements, mais aussi aux entreprises. Et j'en viens aux entreprises. Nous avons lancé en novembre, avec le commissaire Breton, commissaire à l'industrie et au marché intérieur, un pacte pour les compétences. Et ce pacte vise précisément à mettre ensemble les États, l'Union européenne, mais aussi les grands secteurs économiques et notamment industriels pour développer des stratégies de requalification. Et ces stratégies peuvent compter sur des fonds européens, mais peuvent aussi bénéficier, bien sûr, de fonds nationaux. Donc il faut mettre en pool, en fait, toutes ces ressources pour atteindre cet objectif ambitieux, certes, mais nécessaire pour la place de l'industrie et des économies européennes dans le contexte international. Merci beaucoup. Pour faire écho directement à une question qui nous a été posée de la part de l'audience, donc nous avons aussi vu dans la présentation de l'ADEME et de la FEDIL qu'à côté de la composante digitale technique, comme par exemple l'analyse et le traitement de données, des compétences de base pour la digitalisation relèvent aussi de la créativité, de la collaboration ou encore du project management. Donc la question du public était de savoir quelles sont exactement ces compétences dont on a besoin pour développer des programmes d'intelligence artificielle, le deep learning et le IoT, ce qui sont les objets connectés. Madame Andrieux, selon vous, est-il possible de présenter un catalogue neutre et stable de compétences nécessaires justement pour ces métiers digitalisés ? Alors je vois la question et c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour former des professionnels dans l'intelligence artificielle, le deep learning, l'Internet of Things? Forcément, il nous faut des compétences expertes, parce que là, on parle quand même de métiers et très qualifiés. Voilà. Donc si on veut des développeurs en intelligence artificielle, ça sera forcément des personnes qui ont fait des études universitaires dans les STEM. Néanmoins, il faut aussi savoir qu'on a besoin de professionnels en éthique pour l'intelligence artificielle, parce que si on veut recourir de plus en plus à ces technologies, et de toute façon, on est déjà en train de le faire, il faut regarder quelles sont les implications pour notre société et pour notre économie, et ce que l'on veut en faire. Et de ce point de vue-là, je pense qu'en Europe, on a quand même une chance et qu'on a des valeurs et qu'on peut certainement les porter par rapport à d'autres projets qui sont proposés par d'autres régions du monde. Et puis, l'autre point que je verrai, c'est les professionnels qui sont impactés par l'arrivée de ces nouvelles technologies, donc qui ne vont pas être forcément les créateurs, mais les utilisateurs. On pense forcément à la santé. Dans le contexte actuel, par exemple, un professionnel dans un hôpital, comment son travail va évoluer? Est-ce qu'il va être amené à collaborer avec des collègues qui sont en fait des robots, par exemple? Donc ça, c'est vraiment des usages aussi, et tout le monde va devoir s'adapter à l'arrivée de ces nouvelles technologies dans son métier au quotidien. Merci beaucoup. Justement, on vient de parler de robots. Donc, avant de nous focaliser encore un peu plus sur les qualifications de demain, nous vous invitons à découvrir un de nos membres, IEE. IEE est un leader en matière de solutions de détection innovantes, de fabrication électronique pour l'automobile et bien au-delà. Découvrez ce que signifie la digitalisation de la production dans la vidéo suivante. Hier im Werk Eschenach spielt die Digitalisierung eine große Rolle und wir setzen hier die Grundsteine der Digitalisierung für unsere Werke weltweit. Es geht wirklich darüber, dass in Digitaltoolen, Automatisierungstoolen nutzt, für das Leben vom Mensch an der Fabrik besser zu machen, natürlich Firmen weiterbringt, die Effizienz steigert, gleichzeitig natürlich auch die Ergonomie an einer Fabrik geschaffen ist. Wie ist ein Environment, was eine Konditionen ist, kann ich Robotik an Kooperation mit Menschen schaffen lassen. Also Kollaborationen, wo der Mensch und der Roboter zum Beispiel neben koexistiert. Das ist der Punkt. Das sind komplett Prozesse, die ihn halt tut. Kann online, in situ kann monitoren. Das heißt, dass in zu einem Moment zwischen Anlagen
die man dir schaffen muss, auch Zeit no mit extrem kurzer Latenz Informationen austauschen. Hier im Werk Eschenach, wie aber auch in unseren Werken weltweit, haben wir vor 10 Jahren noch sehr, sehr stark händisch unsere Prozesse betrieben. Die Produkte wurden manuell assembliert und Schritt für Schritt bis zum heutigen Tage spielt die Digitalisierung und die Automatisierung eine große Rolle. Und heute haben wir die ersten Produktionsstraßen, die komplett ohne manuellen Bediener funktionieren. Die neue Anlage für elektronische Modulen herzustellen, die eine wichtige Zukunft für je sind, als eine definitive neue Meilenstein an der Geschichte von je. Die natürlich entsprechend investiert, nicht nur für den rezenten Produkt beizubringen, sondern für die Direktion für die Zukunft zu ermauern. Wir stellen hier ein Modul hier, das der Radar beinhaltet, Radarchip beinhaltet, also was ein neuer Sensor ist. Und mit dieser Technologie natürlich die ersten sind, die noch entfällt. Und gedeckelt wird das ganze System natürlich über ein sogenanntes MES, Manufacturing Execution System, den also ermöglicht, all Dialog zwischen den Anlagen, zwischen den verschiedenen Modulen an den Anlagen, können abzuholen, zu verfolgen, all Testschritte, die wir haben, für die Qualität des Systems. Oder wo es einen Fehler gibt, von Anfang an zu sehen, für eben nicht zum Beispiel kleine PCB zu bestecken, die von Anfang an eine kleine Defekt gibt. Im Bereich der Produktion und der verarbeitenden Industrie wird das Roboting immer eine größere Rolle spielen. Die Investition in die neue Technologien geht es um Produktivitätsverbesserung, geht aber auch um höhere und Qualitätsstandards zu setzen, die wiederum Technologien ermöglichen und Produkte ermöglichen, an die wir heute uns noch nicht vorstellen können und somit dann auch die Kundenwünsche und Kundenanforderungen zu erfüllen. Merci Monsieur Grengs et Monsieur Schumacher pour la présentation de IEE. Donc Monsieur Grengs nous a parlé de la digitalisation de la production et comment en 10 ans ils sont passés d'un processus manuel à des processus complètement automatisés. Madame Massin, est-ce que tous les opérateurs manuels devront être requalifiés pour garder leurs emplois dans un futur digitalisé? La présentation qui est faite par IEE, je crois, est très représentative de ce que c'est l'évolution de l'industrie actuellement. Et il est essentiel, effectivement, que l'ensemble de la chaîne de valeur et la chaîne de production de chaque entreprise puisse se reformer pour pouvoir rencontrer tous les défis technologiques d'aujourd'hui, plus de demain, mais d'aujourd'hui, pour pouvoir continuer à s'inscrire dans le cadre d'une compétitivité des entreprises au sein de l'Europe. Clairement, les entreprises, elles savent très bien quelles sont les formations dont elles ont besoin. Et si elles ne sont pas en mesure elles-mêmes à la fois de les développer ou de les identifier, heureusement, elles peuvent, je dirais certainement au Luxembourg, s'inscrire dans un écosystème qui permet l'identification des besoins en formation et qui permet dans une certaine mesure d'organiser ces formations. Alors, pour les opérateurs de production et de maintenance, c'est évidemment essentiel parce que je dirais que le métier est moins les doigts dans la graisse, si je puis dire. Il faut savoir lire des programmes, il faut savoir concevoir et adapter certains programmes. Et pour ça, il faut évidemment pouvoir développer les formations qui permettent à ces personnes de pouvoir accéder à l'utilisation des nouvelles machines et des nouvelles technologies. Alors, dans le cadre de la grande région, on a des acteurs en termes de centres de formation, en termes de centres d'évaluation des compétences qui se sont mis ensemble pour pouvoir adresser ces sujets-là et créer des formations. Le problème, c'est que quand vous voyez dans la grande région quelle est l'évolution démographique, vous devez constater que d'ici à quelques années, du fait du vieillissement de la population et aussi du fait que les jeunes quittent la grande région, il va falloir aller chercher ailleurs ces personnes qualifiées, ces techniciens qualifiés. D'un autre côté, ça, c'est, je dirais, la réaction qui est une réaction qui est immédiate et nécessaire pour pouvoir recruter maintenant ou pour pouvoir assurer le upskilling des salariés.
D'un autre côté, on doit aussi immédiatement, dans le cadre de la formation scolaire, et pas seulement dans le cadre de la formation supérieure, mais je pense au DAP, je pense au BTS, on doit pouvoir aussi assurer que les programmes de formation qui sont offerts aux jeunes puissent être directement adaptés aux besoins des entreprises comme celle qui a été présentée ici. Et un élément qui est très important, c'est qu'on puisse assurer que l'écosystème permette aux entreprises de se rapprocher de l'école et inversement que l'école se rapproche de l'entreprise. C'est-à-dire que les jeunes ne doivent pas découvrir en sortant de l'école ce que c'est l'entreprise et quels sont les besoins de ces entreprises, mais ça doit déjà être préparé dans l'école. Donc pouvoir ouvrir l'école aux entreprises par le biais, on a déjà l'exemple ici au Luxembourg de Hello Future, par le biais de l'obligation de stage, mais aussi de faire pénétrer des professionnels de l'entreprise dans les écoles pour y enseigner des matières qui permettront après à ces jeunes de pouvoir accéder plus facilement et plus vite aux compétences qui sont nécessaires dans l'entreprise, c'est évidemment quelque chose de très important. Merci beaucoup. Donc vous nous avez déjà un petit peu raconté quel est le rôle du secteur privé et dans le développement justement de ces formations et comment il faut mieux impliquer les entreprises dans les programmes de formation dès le début, dès même peut-être l'école fondamentale. Madame Andrieux, est-ce que pour vous, tous les opérateurs manuels dans ce secteur-là de l'industrie, mais peut-être aussi dans d'autres secteurs, pourront être requalifiés? Est-ce que vous pensez que tout cela est faisable? Oui, alors certainement, il faut avoir une approche méthodique, pour ne pas dire systématique, sur ces questions. Je pense qu'il faut faire un inventaire dans les entreprises, voir quelles sont les compétences en présence au moment T, et puis regarder où on veut aller, même si ça change assez souvent et c'est jamais fixe. Et puis ensuite, voir de quelle façon on peut adresser cet écart en proposant des formations aux collaborateurs concernés. Alors, c'est possible dans une certaine mesure. Les entreprises forment déjà, et depuis très longtemps, leurs collaborateurs aux nouvelles machines, aux nouveaux outils, aux nouvelles technologies. Après, ce qui serait aussi pertinent de regarder, c'est est-ce qu'on doit le faire au niveau d'une entreprise, est-ce qu'on doit le faire au niveau d'un secteur, est-ce qu'on doit le faire au niveau d'un pays, est-ce qu'on doit le faire au niveau européen? Alors clairement, il y a des cadres qui sont proposés et qui sont très utiles pour mettre en place ce type d'action. En parallèle, il faut certainement aussi regarder s'il y a des personnes qui sont intéressées par des reconversions complètes, donc c'est-à-dire quitter le métier d'opérateur qu'ils exercent aujourd'hui et leur proposer une formation plus ambitieuse, certainement plus longue, qui va leur donner de nombreuses compétences pour accéder à un métier complètement nouveau. Donc ça, c'est aussi, je pense, quelque chose que l'on doit offrir à des salariés motivés. Merci beaucoup. Monsieur Schmidt, selon vous, comment peut-on réussir à faire ce bond entre donc, réduction de certains métiers traditionnels, comme les opérateurs manuels, et la croissance de métiers de plus en plus spécialisés? Parce qu'on a bien vu que maintenant, peut-être dans la vidéo, il fallait manipuler une certaine machine. Pour d'autres entreprises, il faudra manipuler d'autres machines. Et faire ce bond donc, entre cette réduction d'une part et croissance d'autre part, mais aussi d'un besoin vraiment généralisé de compétences digitales. Je crois que le premier effort qui doit être fait, c'est au niveau de l'éducation. Le système éducatif, sûrement, doit s'adapter aussi aux nouveaux défis technologiques. Et donc, ce que Mme Massin a dit sur le rapprochement entre l'école et l'économie, ou l'industrie en particulier, doit être promu davantage. Donc, cela peut commencer très tôt. Comme j'ai dit, c'est une forme de nouvelle alphabétisation. Donc, le coding il y a des écoles d'ailleurs dans certains pays qui commencent très tôt. Je crois qu'il y a un projet pilote aussi au Luxembourg sur le coding, de commencer très tôt avec les jeunes. Ça, c'est le premier
le premier pas, donc changer notre système éducatif en prenant en compte, bien sûr, cette transformation technologique. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger d'autres aspects, puisque nous avons bien dit les soft skills sont aussi importants pour l'évolution des compétences. Mais il est clair qu'avec le numérique, il faut mettre l'accent là-dessus. Le deuxième point, c'est tout à fait donner aux personnes l'opportunité de se requalifier ou de se qualifier vers le haut. Et je crois que là, il y a différentes méthodes, à la fois dans l'entreprise, avec une bonne évaluation des compétences existantes et donner à chaque salarié la possibilité de se qualifier vers de nouveaux horizons. Avec ça, à l'intérieur de l'entreprise ou éventuellement, parfois aussi à l'extérieur. Donc, il faut organiser différemment les transitions entre métiers dans l'entreprise ou d'une entreprise vers une autre. Donc, je crois que là, les services publics de l'emploi, comme l'ADEME, ont un rôle important à jouer. Troisième point que j'aimerais indiquer, c'est que chaque travailleur, je dirais presque chaque citoyen, pourrait avoir un compte où il peut financer une partie de sa requalification. Nous savons aujourd'hui que, même en informatique d'ailleurs, l'évolution est très rapide. Donc ce que vous savez aujourd'hui n'a plus la même valeur déjà demain. Et donc il faut intégrer dans notre approche un peu cet apprentissage pendant toute la vie. Et donc que chacun ait un compte sur lequel il peut utiliser de l'argent pour se requalifier en accord, si possible, avec son entreprise, mais s'il veut se requalifier dans une autre direction, pourquoi pas de sa propre initiative. Donc je crois qu'il y a un ensemble qu'il faut prendre en compte et aller vers une autre société, qui est une société basée beaucoup plus sur la connaissance et sur la possibilité de passer d'un métier à un autre. Merci beaucoup. Donc, oui, passer d'un métier à un autre, ça, il faut le faire pour les adultes qui ont déjà commencé leur carrière, mais il faut aussi ramener notre jeunesse à avoir les compétences de base depuis le début. Nous avons vu quand même aussi dans la présentation de la FEDIL et de l'ADEME que les métiers dans le domaine de l'IT spécifiquement ont tendance à devenir de plus en plus spécialisés. Donc peut-être un programmeur dont on en avait besoin, un programmeur Internet de website dont on avait beaucoup besoin ces dernières années, peut-être que demain, ce métier-là sera encore beaucoup plus spécialisé. Donc, mesdames et messieurs, comment, selon vous, peut-on mieux préparer donc, aussi bien les jeunes qui viennent juste de commencer leur parcours professionnel, mais aussi les personnes adultes à cette constante mutation, donc le fait qu'il y ait un changement constant, presque d'année en année, de besoins dans la digitalisation. Madame Massin ? Oui. Il est essentiel de revoir très régulièrement les programmes et de façon fondamentale. Tout ce qui concerne la digitalisation, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, la cybersécurité, ça c'est quelque chose de stratégique pour les pays, pour les entreprises, mais aussi pour les pays. Ce sont des matières qui doivent, d'une façon ou d'une autre, rentrer dans les programmes de formation. Quand on parle de digitalisation aussi, ce n'est pas simplement travailler sur un iPad. Ce n'est pas former des jeunes à utiliser un iPad. Ils le savent, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour ça. Mais c'est de les éveiller et de les intéresser à ce qui se passe derrière. C'est-à-dire comment sont construits les programmes. Pourquoi, par exemple, ils reçoivent des pop-up. Comment tout ça se fait, ce qui développera certainement à la fois leur intérêt, mais aussi la compréhension de ce que c'est la digitalisation et de ce que c'est aussi la protection des données et la cybersécurité en allant encore plus loin. Donc ça, c'est quelque chose de très essentiel. Je pense aussi que ça ne suffira pas. J'ai parlé de ce qui se passe dans la grande région. On a une jeune génération qu'on doit former, mais de toute façon,
les forces vives de l'Europe en elle-même, apparemment, d'après ce que nous donnent les statistiques, ne permettront pas à elles seules d'adresser tous les besoins en termes de numérisation. Donc il y a un autre élément aussi qui est très important, c'est de pouvoir attirer, venant de pays tiers à l'Europe, des travailleurs qui sont des travailleurs qualifiés, qui permettront de venir renforcer tous les besoins des pays et des entreprises pour ce grand saut vers la numérisation. Merci beaucoup. Oui, justement, sur ce point, la FEDIL aussi nous dit que l'Union européenne devrait poursuivre un programme positif pour attirer les personnes talentueuses aussi de pays tiers. Donc, Monsieur Schmidt, quelles sont les actions de l'Union européenne dans cette matière? Je crois que l'Europe a besoin d'abord de ses propres talents. Il faut soutenir les talents qui existent dans les pays. Hein. Je crois que là, il y a une marge encore, hein, parce qu'il y a trop de jeunes qui quittent l'enseignement sans diplôme, trop de jeunes qui quittent l'enseignement avec des diplômes qui sont parfois difficiles à utiliser sur le marché du travail. Mais bien sûr, l'Europe a aussi besoin de talents qui viennent vers elle, puisque finalement, le Silicon Valley a été développé principalement par des gens qui n'étaient pas nés en Californie et même pas nés aux États-Unis. Donc ce sont des gens qui sont venus un peu du monde entier, d'Europe beaucoup, mais aussi d'Inde, de Chine, etc. Et donc je crois que pour que l'Europe fasse ce saut dans le développement des nouvelles technologies, et je crois que nous en avons absolument l'opportunité, je peux vous assurer que pour cette commission, c'est notre ambition, pour que l'Europe retrouve un rôle de leadership. Bien sûr, nous allons attirer, en étant plus important, plus efficace sur tous ces domaines, nous allons attirer les talents un peu de partout. Et donc, nous avons besoin d'une politique d'immigration qui facilite à ces talents de venir en Europe, d'étudier en Europe, de rester en Europe, de travailler en Europe, de réaliser aussi des relations avec différentes parties du monde, puisque nous vivons dans un monde, et notamment dans le monde numérique, c'est quand même la globalisation qui prime. Et donc, je crois qu'attirer les talents est un aspect de la politique européenne, et ça tient à une politique d'immigration qui facilite finalement l'attrait des talents. Merci beaucoup, Monsieur Schmidt. Je vois qu'il y a une question intéressante qui nous vient du public. Donc, il nous demande si vraiment on est d'avis que l'investissement qui se fait en ce moment en faveur de la requalification, donc l'investissement qu'on met dans la requalification au Luxembourg, est-ce qu'il suffit pour faire face aux défis de l'industrie? Madame Andrieu, peut-être des Alors, juste pour compléter sur la question précédente, je rencontre beaucoup d'informaticiens et d'informaticiennes qui vont nous dire que finalement, ils passent ou elles passent la moitié de leur temps à chercher de l'information sur des moteurs de recherche, en l'occurrence. Donc c'est vrai que c'est tout à fait normal dans ce type de métier de ne pas toujours savoir et d'aller chercher, des nouvelles façons de travailler, des nouveaux process. Donc quelqu'un qui entre dans une carrière en informatique aujourd'hui sait de toute façon que le métier va évoluer en permanence et qu'il va passer une grande partie de son temps à apprendre. Alors c'est sûr, ça demande une certaine plastique, mais je pense que c'est aussi le cas de tous les métiers, finalement. Maintenant, sur l'upskilling et l'investissement, au Luxembourg, il y a quand même un effort significatif qui est fait. Je voulais aussi vous préciser que le coding est obligatoire à l'école depuis 2 rentrées maintenant, donc forcément, c'est un très bon début. Après, pour ce qui concerne les personnes qui sont en emploi et les entreprises, il y a énormément à faire, mais les choses, là encore, changent en permanence. Donc, vers quoi investir, vers quoi soutenir cet effort, c'est toujours la grande question. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on demande des compétences qui sont vraiment liées à une technologie qui est en fait une marque ou
en fait une entreprise, donc c'est très difficile de dire « Ah, il faut former les personnes à telle ou telle marque », d'autant plus que souvent ce sont des entreprises qui ne sont pas basées initialement en Europe. Donc, et puis, voilà, donc est-ce que c'est cette direction-là qu'il faut prendre? Je ne sais pas. Par contre, vraiment expliquer aux personnes quels sont les enjeux du numérique, comment cela fonctionne, leur permettre d'être plus critiques par rapport à leurs usages, d'être impliqués aussi dans ces projets, parce qu'il y a des projets de transformation majeurs. Je pense que c'est aussi important de consulter à tous les niveaux dans l'entreprise pour pouvoir avoir du succès. On sait qu'il y a beaucoup de projets informatiques qui échouent. Et voilà, et vraiment se dire quelles sont les compétences que l'on veut promouvoir, sachant que peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, ça ne sera plus du tout cette compétence-là dont les entreprises auront besoin. Donc c'est quand même une grande question. Donc passer le message aux salariés, aux employés, pour leur dire que voilà, ce qu'ils apprennent aujourd'hui, c'est bien, mais c'est peut-être pas ce qu'ils vont utiliser pour le reste de leur carrière. Merci beaucoup. Oui, donc en vous écoutant, je comprends très bien qu'il y a un mix d'efforts à faire entre compétences techniques de base qu'on apprend aux jeunes, déjà depuis peut-être l'école fondamentale, secondaire et supérieure, qu'on les guide avec des cours de coding et vraiment des compétences techniques, mais en même temps aussi d'avoir des cours plus généraux sur l'éthique derrière toutes ces nouvelles technologies qu'on utilise maintenant. Voilà, un mix entre cela et d'autre part, vraiment la requalification qui se fait au sein des entreprises, avec les entreprises et avec des formations qui sont en constante mutation pour justement répondre aux défis digitaux. Donc, je voulais juste encore vous demander une dernière question, Madame Andrieux. Donc, la Coalition pour les compétences numériques et l'emploi, donc la Digital Skills and Jobs Coalition, est une initiative européenne qui réunit le secteur public et le secteur privé pour remédier justement à ce manque de compétences digitales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les actions actuelles que vous mettez en œuvre et comment elles pourraient justement être bénéficiées à nos entreprises membres qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, la coalition a été impulsée il y a déjà quelques années par la Commission européenne. La Commission a invité les États membres à se doter de ces Digital Skills and Jobs Coalition. Et au Luxembourg, la coalition est en place depuis plusieurs années déjà. Donc, qui sont les membres de la coalition? Ce sont des membres du secteur public, ce sont des membres du secteur privé qui veulent contribuer sur ces questions et qui sont intéressés d'apporter des éléments ou même des choses plus concrètes. Alors, nous, au Luxembourg, on a décidé de vraiment avoir cette approche très collaborative. Voilà, on tente de faire se rencontrer les membres régulièrement, de susciter des discussions, de montrer des bonnes pratiques, qu'elles soient au Luxembourg ou en Europe, et vraiment de faire émerger des solutions concrètes, parce que, in fine, on veut pouvoir avoir un impact. Et puis aussi, actuellement, on est en train de travailler sur un nouveau projet qui répond à une demande qui a été exprimée à de nombreuses reprises au Luxembourg, mais aussi dans tous les autres pays, c'est d'avoir une plateforme au niveau européen qui soit aussi interconnectée avec des plateformes au niveau national pour avoir un seul endroit où on puisse trouver toutes les informations sur les métiers du numérique et sur les compétences et notamment sur les formations au numérique. Donc ça, c'est un chantier qui vient d'être lancé. Ça sera disponible l'année prochaine. Un seul endroit pour trouver toutes les informations sur les formations et les compétences dans le numérique, dans le digital. Merci beaucoup. Je pense que ramener un petit peu de lisibilité dans toutes les formations différentes va apporter un bon guide pour nos entreprises aussi. Donc, j'aurais encore une dernière question avant de finir ce panel sur les Digital Skills Nourished by Talent.
2020 marque le début des travaux vers la conférence sur l'avenir de l'Europe. Cette conférence a comme but de trouver de nouveaux accords justement pour l'avenir de l'Europe. Monsieur Schmitt, Madame Andrieu et Madame Massin, selon vous, est-ce que la question des compétences de l'Union européenne en matière de upskilling et reskilling pourrait ou même devrait être débattue dans le contexte de ces travaux sur la conférence sur l'avenir de l'Europe? Monsieur Schmitt. Je crois que ces derniers mois ont bien montré qu'il y a un intérêt à travailler davantage ensemble en Europe. Je crois que nous l'avons découvert pour la santé. L'Europe n'a pas beaucoup de compétences en matière de santé. Nous avons été confrontés à une pandémie qui, par définition, dépasse les frontières et requiert des solutions très coordonnées, voire des coopérations intenses. Et la même chose vaut un peu pour un marché du travail qui, quand même, s'unifie un peu en Europe, où il y a la libre circulation, les gens bougent d'une partie de l'Europe vers l'autre. Il y a l'aspect scolaire, universitaire, où il y a un intérêt à travailler davantage ensemble. On l'a bien entendu maintenant avec la Jobs Coalition. Et donc, il faut regarder si, effectivement, l'Europe peut faire plus. Les fonds sont là, aujourd'hui. Je reste toujours un peu prudent. Nous faisons déjà beaucoup de choses. Est-ce qu'il nous faut maintenant énormément plus de compétences en la matière pour uniformiser nos systèmes scolaires de formation? Je suis plutôt réticent. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui, à la fin, doivent être faites au niveau de l'entreprise, au niveau de la région, au niveau des États, avec l'impulsion, le soutien, la coordination, notamment dans tout ce qui touche à la formation de l'Europe. Et donc, je crois que c'est un sujet central pour les Européens aujourd'hui. Est-ce qu'il faut réécrire le traité là-dessus? Peut-être il y a quelques ajustements à faire, effectivement, pour permettre d'accélérer et d'intensifier certaines coopérations et certaines mesures. Mais globalement, je crois qu'au niveau d'un changement de traité, maintenant, si on discute du futur de l'Europe, il est clair que le futur de l'Europe réside dans la connaissance, dans le développement de son industrie. Si nous ne voulons pas perdre notre place dans un monde globalisé, et pour cela, bien sûr, nous avons besoin des outils et de la coopération nécessaire. Merci beaucoup, Monsieur Schmitt. Madame Massin, Madame Andrieu, est-ce que vous avez d'autres commentaires par rapport à ça? Parce qu'on vient de voir avant que quand même les compétences, on les a besoin dans nos frontières, mais au-delà de nos frontières. Et justement, le Luxembourg, en tant que petit pays, est quand même très connecté avec ses États voisins. Si vous permettez, oui, j'ai deux commentaires. Le premier, c'est en ce qui concerne la formation. Je pense que le grand principe général, c'est on ne fait pas de formation pour faire de la formation. La formation, c'est un moyen en soi, ce n'est pas un objectif en soi, d'accord? Qui doit répondre, c'est un moyen qui doit répondre à des besoins. Ça c'est quelque chose de très essentiel. Et bien entendu, en parlant des entreprises, les entreprises savent, et c'est à elles de déterminer, en fonction de leur stratégie, quels sont les besoins de formation qui leur sont nécessaires. Et il est toujours clair aussi que la formation est un élément essentiel. Il faut toujours poursuivre le but qu'il faut davantage favoriser l'activité ou l'employabilité que l'inactivité. Ça aussi, c'est un autre élément. En ce qui concerne maintenant l'Europe et les talents, il y a l'attractivité, il y a aussi la rétention des talents. La question est aussi de se dire, est-ce que l'Europe en elle-même est attractive? Quand vous parlez à des étudiants, et c'est encore vrai maintenant, ils pensent d'abord à des campus qui sont des campus anglo-saxons. Donc la première chose, c'est de s'assurer de l'attractivité de l'Europe pour retenir ses propres talents et pour attirer d'autres talents. L'Europe, pour l'instant, est encore très fragmentée.
Il faut aussi se donner les moyens, et l'Europe doit donner les moyens à ces entreprises d'avoir des leaders, et pas simplement des leaders européens, mais des leaders mondiaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi revoir le droit de la concurrence. Ça veut dire aussi assurer que les entreprises puissent avoir les moyens pour pouvoir se développer, pour pouvoir faire de la recherche et développement, pour pouvoir adresser tous les sujets qui sont maintenant des sujets de la plus grande actualité, qui sont des sujets sous l'égide du développement durable. Et c'est tout ça, c'est donc tout cet écosystème, et pas seulement focalisé sur les talents, qui permettra d'assurer que l'Europe gagnera les défis qui sont les siens maintenant, et toutes les entreprises qui sont des entreprises en Europe. Merci beaucoup, Madame Massin. Madame Andrieux? Alors, est-ce qu'il y a un marché européen des compétences? J'ai envie de dire oui, parce qu'il y a beaucoup de mobilité, surtout dans les métiers que l'on a cités. Et le Luxembourg est quand même un très bon exemple d'un pays qui attire de nombreux travailleurs très qualifiés pour venir rejoindre ces entreprises, certainement. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, si c'est la question? Alors, je pense qu'il est essentiel, effectivement, de miser sur la jeunesse, parce que, voilà, on voit dans beaucoup de pays européens un chômage chez les moins de 25 ans ou les moins de 30 ans qui est beaucoup trop important, avec voilà, des qualifications qui ne correspondent pas forcément aux besoins du marché de l'emploi. Et là, je pense qu'il y a une marge de manœuvre pour former, avec 1 ou 2 années supplémentaires, des jeunes pour qu'ils soient vraiment prêts pour une nouvelle carrière dans leur pays ou dans un autre pays en Europe ou ailleurs même. Donc ça, c'est vraiment très important. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans une deuxième partie de carrière, ont envie de travailler dans le numérique, n'ont pas envie de rater le train, comme, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elles ont envie vraiment d'être proactives dans leur démarche et de pouvoir s'adapter à ces nouveaux métiers, parce qu'elles se disent « Ok, aujourd'hui j'ai un travail, mais dans 5 ans, 10 ans, je vois que ça change et j'ai envie de m'y préparer dès maintenant ». Donc permettre aux individus de se reconvertir, de se former, même si ce n'est pas dans le cadre de leur entreprise, de leur emploi actuel, je pense que c'est aussi clé. Très bien, merci beaucoup. Et là, il faudrait donc aussi faire en sorte que si on se forme dans son pays, on puisse quand même, avec cette formation, aussi accéder au marché du travail, peut-être du pays d'à côté. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Je vous remercie, Monsieur Schmidt, Madame Massin, Madame Andrieux, pour cette discussion très intéressante. C'était un grand plaisir pour moi de discuter de ces sujets très importants avec vous. C'est un sujet le plus important de la FEDIL et nous espérons que nous pouvons continuer à avoir ce dialogue entre décideurs politiques, entre parties prenantes et aussi entre la société civile pour gagner en opportunités en la matière.